Bien, donc, c'est le dernier film de Hitchcock. Il en avait en préparation un autre dont le script était fini quasiment, enfin même pas quasiment, il était vraiment fini. D'ailleurs, il est édité, je crois d'ailleurs, donc on peut le lire. Moi, enfin, je l'ai lu en tout cas. Qui d'ailleurs ne faisait que renforcer un peu le parti pris de construction de ce film, qui, comme vous le voyez, est un film à rebondissement permanent, travailler sur une des données fondamentales d'Hitchcock dont on n'a pas encore parlé, mais que l'on connaît parce qu'il en a assez lui-même parlé dans différentes conférences de presse et dans des interviews, c'est-à-dire le gimmick. Le gimmick, c'est la chose qui n'existe pas, mais qui permet de faire exister. Donc, dans un scénario, et un scénario d'Hitchcock, le gimmick est capital, puisque en permanence, la chose qui n'existe pas n'est pas possible, puisque une chose qui n'existe pas, à partir du moment où elle est posée comme gimmick, donc comme chose qui n'existe pas, elle doit exister. Donc à ce moment-là, elle fait rebondir, et le jeu du gimmick, c'est de jouer constamment les rebondissements, et donc d'arriver au rien, et quand on est au rien, à ce moment-là, on trouve immédiatement la chose qui permet de rebondir. Alors, ça fait partie des lois de la construction dramatique. Un autre cinéaste, très différent par ailleurs de Hitchcock, mais un immense cinéaste aussi, dont on a parlé, je crois, l'année dernière d'ailleurs, et qui était Lubitsch, faisait exactement pareil. Lubitsch s'amusait à faire en sorte que toute situation allait à sa non-possibilité de continuation. Et donc à ce moment-là, comme si le scénariste ou le metteur en scène ou le dramaturge ou le romancier, aucune importance, était bloqué, qu'est-ce qu'on va faire après? Et le jeudi de Lubitsch, c'était d'inventer justement la chose qui permettait de rebondir à partir de la situation fermée. C'est exactement le cas de ce film, où en permanence, on est devant je ne dirais pas des invraisemblances, c'est pas tout à fait exact, mais enfin, bien qu'on on n'est pas très loin de cela, mais on est surtout au niveau de, attention, on donne une donnée, cette donnée se bloque, ensuite elle se bloque, ensuite elle se bloque, et puis à chaque fois ça rebondit, ça rebondit, ça rebondit. Il y a un moment que je trouve très beau de ce point de vue-là, et un moment, puisque tout à l'heure il a été cité, c'est-à-dire Hamlet, au moment du cimetière de la découverte des tombes des Schönbrück, des Showbridge, pardon, des Showbridge. À ce moment-là, dans un coup, on est là. Bon, en effet, il n'y a plus rien. Il y a trois tombes, trois pierres tombales. Et à ce moment-là, la caméra est assez basse pour faire surgir de la tête un Yorick, c'est-à-dire donc un fossoyeur qui arrive et qui relance la chose, etc. Tout le film est fait sur ce principe-là, et évidemment en jouant alors toutes les donnes même de la construction hitchcockienne. C'est pour ça que je considère ce film comme tout à fait passionnant et comme l'aboutissement normal euh, d'une volonté d'un film de pur divertissement pour le public, mais c'est-à-dire pour Hitchcock, de pure construction théorique et abstraite de tout son cinéma. Tout son cinéma se trouve là, admirablement repris, retravaillé, sans, sans ostentation, mais entre autres en reprenant des scènes, par exemple la scène de la voiture, vous l'aviez déjà vue, dans La main au collet, etc. Enfin, vous avez un tas de scènes qui ont déjà été vues ailleurs, et comment elles sont reprises dans ce film, et comment elles sont reprises et qu'elles sont retravaillées, etc. Avec en plus, comme on est en 1976, date enfin, de la libération des mœurs au cinéma depuis le 68. Le cinéma se permet d'année en année à se libérer sur les allusions et même sur les visions érotiques et sexuelles
se rappeler les films qu'il y avait à l'époque, que ce soit l'Empire des Sens de Oshima ou Salo de Pasolini, bon, des films qui n'étaient même pas pensables 10 ans avant, même pas 5 ans avant, ils n'étaient pas pensables. Et ici, Hitchcock se rend compte bon, que maintenant il faut aussi y aller carrément, et il y a des allusions de l'ordre de la sexualité qui sont parfaites, et en particulier la transformation de sa fameuse poursuite sur les corniches qui était dans la main au collet, là qui se transforme en une véritable partie de patte en l'air, tout à fait remarquable, et parfaitement comprise dans ce sens-là, normalement par le public. De même, bon, il y a des moments dans la cuisine, des positions qui sont peut-être ambiguës, je ne sais pas, ou ils ne le seront pas du tout. Bref, tout le film est fait sur le désir du plaisir et comment se procurer ce plaisir, surtout quand ce plaisir fait peur et qu'à ce moment-là, il n'en est que plus excitant. Et donc le couple qui va naître du premier couple, qui est le couple ordinaire, qui veut s'amuser, qui veut prendre son plaisir, va être celui au contraire qui ne peut prendre son plaisir que dans les choses les plus dangereuses, les plus criminelles, les plus interdites, et qui justement, c'est dit d'ailleurs entre l'homme et la femme dans ce sens-là, que elle ne tient pas à trop quand même exagérer, alors que lui, au contraire, n'est excité que par l'immensité totale et absolue du danger. Et là, on a tout Hitchcock, c'est-à-dire que dans le rapport de ces deux couples, qui naissent l'un de l'autre, parce que, bon, il y a quand même cette idée absolument géniale du film, c'est la première voiture, la dispute, ou la discussion-dispute entre Blanche et son mari, qui s'arrête par un coup de frein brutal, cette fois-ci, et immédiatement, ce plan où, alors là, on était en perpendiculaire, c'est-à-dire donc en avancée, d'un seul coup, la caméra est en haut et de façon transversale, donc de façon latérale, prend en charge la vision de cette espèce de personnage tout en noir, de femme tout en noir qui avance comme ça, très étrange, et qui nous entraîne justement de l'autre côté de l'écran, du côté du plaisir criminel, et le film devient ce jeu de rapport entre la normalité qui a une envie de s'amuser un peu, donc de rompre avec cette normalité, et au contraire la moralité absolue qui, elle, a envie quand même aussi d'amour. Moi, je trouve très beau le film, cette espèce d'échange du rapport affectif, étant entendu qu'en fin de compte, il y a plus de rapport affectif, plus de profondeur affective et de sentiments dans le couple criminel que dans le couple secondaire. Enfin, que dans le petit couple ordinaire, qui est la représentation de la vie du public tel que Hitchcock l'imagine à ce moment-là. Il y a un public qui maintenant ne s'intéresse qu'au plaisir que peut procurer l'argent, d'où l'importance de l'argent dans le film. Ça commence là-dessus et ça se termine là-dessus. Bon, voilà, si vous voulez, en deux mots, un film qui n'a pas été compris à l'époque par même les turiféraires, turiféraires de Hitchcock, mais qui d'abord est très plaisant, je pense, enfin je ne sais pas si vous avez eu cette impression, et qui est quand même une belle fin de parcours, même si le film n'aurait pas dû être la fin, puisqu'il y avait un autre film qui aurait dû être fait et qui n'a pas été fait, mais enfin bon... Disons que c'est un film, curieusement, en définitive, un film d'estament, qui n'était pas destiné à être testament. D'ailleurs, aucun film n'est destiné à être testament. Ils le sont par la force des choses, c'est pas de leur faute. Bon, donc c'est comme ça que ça se passe. Voilà, c'était une première approche. Maintenant, je vous écoute. Dire une petite question simplement, parce que là, j'ai l'impression que beaucoup de mains vont se lever. Quels sont ceux qui le voient pour la première fois? Oui, c'est ça, c'est bien ce que je pensais. Et donc, ceux qui l'aviez déjà vu? Oui, c'est 5 fois moins au moins. Bon, je sais pas, je vous écoute. On va pas trop tarder parce qu'il commence à se faire un peu tard, mais oui. Je me suis toujours demandé pourquoi le personnage de Karen Black rangeait sa perruque dans le frigo. Le personnage de quoi? Le personnage de Karen Black, Fran.
Je n'ai pas compris de qui. Le personnage de Karen Black. Ah oui. Pourquoi quoi? Pourquoi elle a rangé sa perruque dans le frigo? Je me suis toujours posé la question. Elle range sa perruque dans quoi, dans? Ah d'accord, cacher la perruque dans le frigo. Je crois qu'il y avait une signification, quelque chose. Dans la cabine Dans le frigo. Ah, dans le frigo? Bah oui. Je me suis toujours posé la question. Pour une raison très simple, c'est que toute la période Hitchcock blonde s'est arrêtée avec Marnie. Et à partir de Marnie, curieusement, il travaille plus les brunes. Il revient aux brunes, ou il vient aux brunes, enfin comme on veut. Et là, il y a une superbe brune, mais pour qu'elle soit glamour, et glamour Hitchcockienne, pour le public, il faut qu'elle soit blonde. Donc automatiquement, on prend la blonde, et on suit la blonde. Et donc, on le met au frigidaire parce qu'il faut que ça se conserve. Non mais prenez aussi attention à Hitchcock, il faut le prendre, c'est quand même un Anglais d'une part, et d'autre part, l'humour d'Hitchcock est quand même de première qualité. Donc il sait s'amuser, et en particulier s'amuser aussi avec ses propres tics. Donc la fameuse attribution de la femme, enfin de l'héroïne blonde hitchcockienne, il s'en amuse. Mais en plus, il l'a grandi de 10 cm avec ses hauts talons, etc. Mais il ne faut pas oublier, je répète, enfin, ce que je vous ai dit, c'est que chez Hitchcock, il y a quand même un côté trouble dans l'ordre de la sexualité. Il y a un côté, je ne dirais pas obsessionnel, aussi obsessionnel, et encore ça dépend, comme on l'entend. Aussi obsessionnel que chez Buñuel, mais chez Buñuel, l'obsessionnel est très fétichiste. Chez Hitchcock aussi, c'est fétichiste. Mais c'est moins obsessionnel directement. Ça en amuse un peu plus quand même. On prend un peu plus de distance. Alors que quand on voit Elle de Buñuel, c'est d'un sérieux. Alors le fétichisme, on n'a pas le droit d'y toucher, d'échanger un cheveu. C'est sacré. Chez Hitchcock, on peut changer seulement se dire. C'est pas gênant. Donc il faut regarder le film sur ce désir, au fond, d'Hitchcock qui n'a pas eu. Enfin, on croit savoir qu'il n'a pas eu une vie sexuelle extrêmement épanouie. Donc, trop de complexes, enfin, la notion d'impuissance qui est à la base de son suspense n'est pas non plus sans porter un peu les traces de quelques problèmes personnels. Ça se sent. Ces rapports, bon, enfin, on va pas s'amuser à rentrer là-dedans, mais c'est très intéressant. Je ne sais pas si ceux qui ont lu le livre parce que je n'ai pas lu en entier, moi, le livre enfin, hein? Oui, enfin, j'arriverai jamais à le dire. Je ne sais pas s'il en parle. Il en parle un peu. Et bon, il doit dire la même chose. Oui, c'est ça, oui. De toute façon, on ne peut pas dire autrement. Bon, si vous voulez, je peux vous faire une confidence. J'avais aucune importance en société, mais Hitchcock, et à un moment, il dit on arrête les micros. Et il me demande alors, Mr. Douche, est-ce que vous croyez que je suis normal? Ça commence comme ça. Alors après, bon, je ne raconte pas tout ça. C'était très, très étrange. Il jouait le jeu. Et bien sûr que je sentais très bien qu'il jouait le jeu, mais en même temps, il y avait en effet quelque chose de l'ordre de l'inquiétude dans ce domaine, quoi. Ah non, c'était sensible. Alors quand on voit un film comme celui-là, on se rend compte que ce n'est pas innocent tout ce qu'on voit. Il ne faut pas le prendre comme ça, comme une légèreté. On parle de choses sérieuses, de désir, et par quel biais passer pour pour finalement atteindre ce désir. L'un c'est le diamant, l'autre c'est les petits chichis, quoi, les petits riens. C'est très, très curieux. J'adore en plus, alors ce qui est très beau, c'est l'ouverture de cette espèce de liquide, enfin
très étrange, qui est vert, un vert verdâtre, rouge, rougeâtre, enfin des couleurs très inquiétantes, tout ça se mouvant dans une espèce de bocal. Ça a un côté à la fois fœtus en train de se fabriquer, ou de façon plus précise encore, film pelliculaire, c'est-à-dire le produit chimique en train de se constituer pour faire le film. Car en fin de compte, ce que l'on voit au début dans la séance de la voyante, ou de voyante, c'est la vision. Et la vision, c'est comment imaginer le film, donc comment produire le film. Et nous donnant, au fond, ce qu'il attend du spectateur, que le spectateur fabrique justement son film par voyeurisme et donc par vision qu'il projette sur l'écran, donc sur la pellicule. C'est très intéressant parce que c'est vraiment un film qu'il fait sur son cinéma, sur sa fabrique de cinéma, sur son amour en effet du cinéma, et en même temps, par la même occasion aussi, ouvrir sur les personnages, même si ici, dans ce film, il n'y a pas de message sociologique ou politique, simplement la constatation de ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire la prise de conscience à partir des années 54 de l'évolution de la société vers un désir de consommation, un désir donc de plaisir absolu, oui c'est ça, un désir de plaisir et d'acceptation de ce plaisir qui aboutit à ce film où en effet il n'y a plus que ça qui compte, il n'y a plus que l'argent et tous les désirs que peut procurer l'argent. Il n'y a plus rien d'autre, plus d'autre morale. C'est pour ça que je trouve que le film est à la fois très beau et un tout petit peu pessimiste. Enfin, pour un dernier film, ce n'est pas un film qui voit le monde aller vers des paradis heureux. Mais au contraire, c'est pas très paradisiaque en fait. Et terminé par le diamant sur un lustre et diamanté, je trouve que c'est très étrange, très trouble en fait. Mais le film aussi est assez nocturne en définitive. C'est pas un film très diurne, très lumineux. Sauf la scène dans la montagne, mais enfin. Et là, les notions de vide, de précipice, d'abîme, etc. Bon, tout y est. Je trouve très beau aussi, alors cette idée qui est quand même dans le film, quand je vous dis, on passe déjà de la voyance, ensuite au taxi, enfin donc la voiture, pour passer brutalement à l'intérieur de l'écran par ce travelling avant, derrière, qui suit la nouvelle, le double de l'héroïne, de notre héroïne, donc son double. Et puis après, tout le film est fait, d'une part sur la gimmick, ça je vous l'ai dit, mais aussi sur des trappes, des fermetures. En permanence, il faut entrer dans des choses qui se referment. Comme si, et ça c'est encore une des choses importantes chez Hitchcock, c'est la notion du secret, et en particulier du secret dans la première période hitchcockienne, qui est ici travaillé de bout en bout. C'est-à-dire qu'on est constamment dans le secret, et d'ailleurs le film, et si on le prend au tout premier niveau, est fait sur, il y a un secret de famille, un complot de famille, un plot de famille, et il faut trouver le secret, il faut lever le secret. Donc un film où d'un seul coup Hitchcock reparcourt tout son parcours, du secret qui était l'action principale des films anglais au suspense qui devient l'action principale des films américains. Enfin, ce suspense tel qu'il le travaille ici. Et là, le film, en effet, de ce point de vue-là, est un film testamentaire. C'est-à-dire que toute l'œuvre est là, bon, et en même temps, elle n'est plus, elle se donne à voir, elle prend ce plaisir, elle prend son plaisir à se regarder, et en même temps aussi à se désoler. C'est le plaisir vital n'est plus là. Il n'y a que un plaisir voyeuriste et un peu morbide et un peu inutile en définitive. Et
je pense, son côté un peu triste du film. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, comment vous l'avez ressenti, mais ce n'est pas un film gai, en fait. Un film très agréable, joyeux par moments, etc., mais pas si gai que ça. Alors que d'autres films de lui sont quand même beaucoup plus gais, beaucoup plus joyeux. Je ne sais pas, oui, d'autres. Attendez, alors, attendez une seconde, je vais vous donner le micro. Oui, bonsoir. À propos de la tristesse du film. Tristesse, enfin, le côté pas gay. Moi, j'ai trouvé que c'était très gai. Alors, je ne suis pas la seule à penser la même chose, mais ça m'a bien fait rire quand même. C'est la première fois que vous le voyez. Il y a de la joie dans ce film-là. C'est la première fois que vous le voyez. Oui, oui, tout à fait. C'est ça, la première fois, le côté, en effet, apparemment gay l'emporte. Mais... Et plus vous voyez le film, plus vous apercevez qu'au fond, c'est un film... De toute façon, les derniers films d'Hitchcock sont teintés de, je dirais, de nostalgie, plutôt. Est-ce qu'Hitchcock savait qu'il allait mourir, là, quand il a fait ce film? Ah il bah sentait non, que la mort était proche? Vous savez, on ne sait jamais qu'on va mourir. Hein. Non, mais il sentait peut-être la mort arriver, je ne sais pas. De toute façon, non. Il était vrai qu'au point de vue santé, la santé commençait un peu à se détériorer, mais il est vrai aussi qu'il avait quand même vécu sans faire très attention à sa santé, même si à la fin il faisait un régime, enfin il n'a jamais exagéré dans le régime. Donc, et il est vrai aussi qu'il était un peu souffrant enfin, à cette époque-là. Enfin bon, je répète, jamais je ne connais pas quelqu'un qui fasse une œuvre véritablement comme un testament, sauf si on sait réellement qu'on va mourir. Sinon, il n'y a pas de raison. On est toujours en vie. Tant qu'on est en vie, on est en vie. Hein. Je ne sais pas pourquoi on va s'amuser à penser à la mort directement. Oui, pardon, qui? Oui, chaque cinéaste peut notamment se définir par son rapport à la musique. Et dans ce stage, on a vu depuis les débuts du parlant jusqu'au dernier film à quel point Hitchcock avait une pensée dans ce domaine, même si évidemment le film le plus extraordinaire sur ce plan-là, bien sûr, c'est La mort aux trousses, puisque c'est l'âge d'or de la collaboration essentielle de sa vie qui est Herman. Mais comment vous définissez sa pensée par rapport à ce domaine si essentiel? De toute façon, pour lui, c'est là où je ne dirais pas qu'il y a un rapport avec Godard, mais où il y a quand même quelque chose, mais il n'est pas le seul, hein, attention, ils ne sont pas les seuls, il y en a d'autres, pour qui les différentes branches du montage sont importantes, et en particulier du son au montage. La parole, bon, le dialogue hitchcockien est un dialogue qui cherche quand même le côté un peu brillant, le côté, surtout dans le côté un peu comédie, donc le dialogue fonctionne très bien comme un bon dialogue de comédie. Bon. Le bruitage est déjà beaucoup plus subtil, et le bruitage intervient par moments dans le côté dramatique, et pour renforcer ou au contraire atténuer le côté dramatique. Et la musique, c'est elle qui soutient la dramaturgie. Et ici, dans ce film, elle est très intéressante, parce qu'elle est quelquefois extrêmement légère, comme ça, pimpante, allons, on va s'amuser, etc. Et par moments, au contraire, avec des gravités, plus des retours, ou des retours, enfin de retours aux musiques de suspense, telles que Herman lui avait construites, mais qui ne peut plus faire avec Herman, puisqu'il s'est brouillé avec Herman après Marny. Donc, il y a cette espèce de combinaison où la musique, en effet, joue son rôle, et aussi le fait, et là c'est important aussi pour un cinéaste, à partir des années 50, quand je répète, surtout ce cinéma américain commence à échapper aux lois des studios, c'est-à-dire l'importance que les studios donnaient à la musique, donc aux musiciens, qui, je répète, les musiciens dans les années 50 étaient devenus quasiment les maîtres de la construction dramatique. Donc c'était aux musiciens, avant c'était un peu aux opérateurs, aux metteurs en scène évidemment aussi, et là c'était les musiciens qui faisaient quasiment le film. Bon, le film,
le soutien musical et le soulignement musical des effets dramatiques était devenu absolument le propre même de cette période de cinéma. En revanche, chez Hitchcock et chez d'autres aussi cinéastes, la musique, oui, on peut continuer, surtout pour Hitchcock, on peut continuer à l'utiliser dans cette façon, mais de façon beaucoup plus subtile, ce qu'il fait, et en plus, jouer l'absence de musique. Car une absence de musique est aussi un soulignement, peut souligner les aspects dramatiques plus qu'une musique elle-même. Et ça, de ce point de vue, par exemple, ce film est magnifique, car il est à la fois léger, la musique vient, bon, par moments évidemment dans les scènes, dans la fameuse scène de suspense de la route là, qui tourne, là, elle est archi présente en tant que musique de suspense, mais sinon c'est plus, c'est très en variation perpétuelle. Et je la trouve très belle cette musique, elle est très agréable et elle fonctionne très bien dans le film. Alors, non, Hitchcock est un cinéaste qui sait utiliser tous les éléments d'un film. Alors je disais par rapport à Godard, Godard aussi fait ça. Et Godard, il le fait par tranche, c'est-à-dire que chaque bande sonore a sa fonction. Et il considère que chaque bande sonore est indépendante et à égalité avec une autre bande sonore. Donc à ce moment-là, les bandes peuvent non pas se mélanger, mais se mêler ou s'entremêler. Une bande d'un seul coup arrive et couvre une autre bande d'une façon scandaleuse. Par exemple, la bande de bruit va couvrir totalement et rendre inaudible la bande-parole, etc. Alors ça, ce sont des jeux qui sont très importants pour un cinéaste, évidemment, dans sa façon de construction. Chez Hitchcock, il n'est pas trop classique, évidemment. Il ne va pas s'amuser à mettre un son de bruitage qui va écraser ou effacer le son de la parole. C'est évident que le son de la parole sera toujours présente. Mais la musique aussi, et ça c'est très... si vous voulez, c'est l'art de la composition, car un cinéaste, dans son domaine, c'est-à-dire quand il est obligé de traiter le son, fait aussi de la composition sonore, avec parole, bruit et musique. Alors voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question précisément ou pas. Voilà. Oui, d'autres interventions, je ne sais pas. Oui, moi j'ai une petite question toute simple par rapport à une des scènes du film où j'ai pas très bien compris la signification. Laquelle ? La peinture qui dépasse du garage, donc j'ai demandé à mes voisins qui n'en savent pas plus. Et comment interpréter ce filet de peinture qui sort de la porte du garage ? Allez savoir. Il ne donne pas... on pourrait croire que c'est la piqûre, on peut croire tellement de choses. Bon, on ne peut pas croire que ce soit l'évêque quand même. Oui, pardon. C'est juste sur le mot plot en anglais qui veut dire à la fois le complot de famille, mais aussi l'intrigue. Et puis aussi l'intrigue, oui. Bien sûr, le plot, mais il y a aussi le family plot qui est une concession dans un cimetière. Oui, absolument. Donc c'est amusant. Ah oui, c'est un jeu de mots amusant. Un triple jeu de mots, oui. Voilà, donc bon, par rapport au dernier film d'Hitchcock, ça pourrait être intéressant d'imaginer sa tombe. Moi je le prendrais comme jeu de mots dans le sens finalement qui était d'ailleurs non en français quoi, comment il s'appelle comment en français. Ah mais justement. Alors le sens complot de famille me semble être le sens qu'il faut prendre véritablement pour Hitchcock, car si vous prenez le fameux complot de famille en tant que c'est le cinéma d'Hitchcock lui-même et comment sur cinéma se complote et complote les personnages les uns par rapport aux autres, ça devient très intéressant, et en effet, c'est un jeu de mots qui devient très intéressant. Ceci dit, les autres lectures du jeu de mots sont tout aussi intéressantes. Mais j'aime bien, moi, Complot de famille. En plus, c'est vrai que c'est un film quand même, c'est pour ça que je dis qu'il y a un peu de tristesse dans ce film. C'est un film où on pleure pas du tout.
Mais malgré tout, c'est un film de mort. Hein. C'est pas un film de vie. C'est un film sur la mort. Et je trouve très belle d'ailleurs la scène du cimetière. Je la trouve très très belle. Avec la veuve, comme ça. C'est cette femme qu'on a à peine entrevue au garage, dont on ne voit pas du tout l'utilité, et d'un seul coup, son utilité est là, sur l'idée de mort. C'est un film qui prend, comme dans Le Bon Humour Noir, qui sait s'amuser de la mort. Mais je trouve que c'est un très beau film sur ça aussi. C'est pour ça que je trouve que c'est un film, quand on le regarde un peu, c'est un film assez dominante, gaieté, souterrainement, ou juste en dessous de cette dominante, la mort est là. Et elle est là de bout en bout du film. Mais on s'amuse parce que la vie est quand même là. C'est un film très étrange pour ça. Vous n'avez pas vraiment ça dans les autres films d'Hitchcock. Jusqu'alors, il ne traite pas la mort comme ça. Parce qu'en plus, la mort, bon, elle n'est donnée que par la mort du garagiste, c'est tout. Je trouve très beau aussi, bon, dans le genre un peu culotté, le rendez-vous du curé et de sa copine avec les 4 enfants, tout ça, et tout ça pour promettre justement la merveilleuse descente en voiture qui va arriver. Donc là encore, chez Hitchcock, bon, enfin, amusez-vous à penser le film tel qu'il s'est développé à vos yeux, parce que chez Hitchcock, c'est toujours malin, toujours intelligent. Oui, il y a quelqu'un. Oui. Oui, je n'avais pas vu ce film. J'ai été frappé de voir qu'il n'y avait pas de foule dans tous les films que j'ai vus pratiquement d'Hitchcock. Il y a la foule qui grouille. D'ailleurs, lui, il se met souvent au milieu. D'ailleurs, là, je ne l'ai pas vu dans le film. Je ne sais pas s'il y était. De quoi Si, bien sûr, il est là. Ah, bon, je ne sais pas. Mais c'est ce que je vous ai dit. Peut-être que vous n'étiez pas là quand j'en ai parlé. Dans le film, en plus, c'est en plein milieu du film. C'est-à-dire que le personnage d'Hitchcock, qui est quand même le créateur par excellence, disparaît derrière une porte vitrée et il n'y a que sa silhouette que l'on aperçoit. C'est-à-dire, en d'autres termes, vous, spectateurs, je vous avertis que maintenant, puisque vous voulez prendre ma place, prenez ma place et amusez-vous à faire du Hitchcock. Et donc, allez, bonne chance et bon amusement. Mais vous ferez du Hitchcock quand même fantaisiste, et derrière ce Hitchcock fantaisiste, il y aura quand même un autre Hitchcock qui est quand même justement un peu plus grave, mais sans vouloir vous ennuyer avec la gravité. Donc c'est très... Mais il est là, bien sûr qu'il est là. D'accord, mais ce que je voulais dire, c'est que je le trouvais beaucoup plus intimiste, ce film-là. J'ai trouvé qu'il y avait plus intimiste, il y avait moins de... Il y avait moins de foule, il y avait moins de... C'était beaucoup plus restreint. Toutes les scènes dont vous parlez, même au cimetière, quand il y a un petit peu de monde, c'est pratiquement là qu'on en voit le plus, c'est très posé, ça ne bouge pas. Dans toutes les scènes qui me marquent, moi, dans des films d'Hitchcock, dans La mort aux trousses, par exemple, quelque endroit qu'il soit, ça grouille, il y a beaucoup de monde qui sont... Moi, je voulais savoir s'il y avait une signification à cela dans ce dernier film. Oui, mais de toute façon, parce que le film, en fait, est fait sur 2 couples. Et le film est fait sur une réflexion sur l'amour. De quel amour veut-on? Est-ce qu'on veut l'amour léger, facile, plein d'argent, ou en tout cas avec pas plein d'argent, non. Un amour, je dirais, ménager. Ménager dans le sens du ménage. Mais de bon ménage, c'est-à-dire que bon, on est quand même économe aussi. 10 000 livres, hein, 10 000 $, c'est énorme. Alors que les autres, ils sont à $1 million. Bon, alors, vous me direz qu'aujourd'hui, je sais bien que des gens jouent avec ce genre de rapport avec l'argent. Mais le film est fait là-dessus. Il est fait sur, ou bien on voudrait un amour facile, amusant, léger, simple en définitive, ou bien, comme le font l'autre couple, c'est-à-dire le couple criminel, on voudrait un amour très sérieux, et pour ça,
il faut avoir beaucoup d'argent pour pouvoir avoir un amour intense. Et cette intensité, c'est à la fois par le crime, justement par le fric, par toutes ces choses-là qui permettent. Et en même temps, c'est très intéressant quand même que le film part d'une femme immensément riche, quoi. Je ne dis pas Mme Bettencourt, mais presque. De Mme Rainbird, en plus. Oiseau de la pluie, c'est quand même pas pour rien. On a une toute dernière question. Oui, pardon, je ne sais pas où vous êtes, mais... Oui, pardon. En fait, Hitchcock, il parle beaucoup, bien sûr, du bien et du mal. Les innocents ne sont pas condamnés. Moi, j'aimerais savoir, en fait, en tout cas, le rapport qu'a Hitchcock avec la justice. Parce que là, dans ce dernier film, donc, il se fait passer pour un avocat pour enquêter. Dans le film précédent, La mort aux trousses, le seul moment où il y a un procès, en fait, c'est un moment où le procès aboutit presque à une erreur judiciaire et là pour bloquer et en fait, Gary Grant n'est pas cru dans ce procès. Dans le film de ce matin, une femme disparaît. En fait, il y avait un avocat qui représentait la justice, qui n'était pas le personnage non plus le plus mis en valeur. J'ai un souvenir aussi d'un procès qui est montré de manière presque parodique, dans le crime était presque parfait. Et en fait, je n'ai pas d'exemple où Hitchcock montre la justice sous une forme noble. Quels sont ses rapports avec la justice? Bon, alors il y a cette fameuse histoire qu'il a aimé raconter, comme quoi son père, quand il avait 4 ans ou 5 ans, il avait fait une bêtise, et son père l'avait traîné au commissariat de police, et il avait été gardé, Hitchcock en avait fait des tonnes, 3 heures, paraît-il, ou 5 heures dans le commissariat de police. En fait, il a dû rester 5 minutes, mais il a eu très très peur. Bon, ça c'est l'histoire que raconte Hitchcock. Mais il est vrai que la justice, il n'aime pas. Il n'aime pas la justice des hommes, et en plus il le dit dans plusieurs de ses films, parce qu'il la considère comme extrêmement, je ne dirais pas fausse, mais travaillant totalement l'interdit et n'acceptant pas le droit à la fantaisie et à la liberté. Donc il a en effet un rapport circonspect avec la justice. Ça, c'est vrai. On peut dire que, ou bien par exemple quand il y a des procès chez Hitchcock, ce sont des procès qui font peur. La justice est au fond terrifiante chez Hitchcock. Donc, le crime est quand même plus amusant. Bien sûr qu'il ne faut pas exagérer, mais quand on regarde son cinéma, c'est vrai qu'ici, nos 2 criminels, ou en tout cas surtout lui, qui en plus, il lui fait jouer avec d'une façon de physiognomie, c'est-à-dire comme des dents de loup, quoi, comme un loup qui va... Et donc il travaille volontairement l'acteur sur cette espèce de caricature du rire, mais ils sont quand même plus agréables qu'un juge ou qu'un avocat. Et l'avocat est un prétexte. Et en plus, même à ce moment-là, on le dit, l'avocat, bon, ça va. Oui, je crois que c'est vrai. Par exemple, c'est le contraire de John Ford. John Ford, tout son cinéma repose sur la notion de justice. Hitchcock, non. Non. Oui, il ne faut pas faire des choses pas bien, mais qu'est-ce que c'est amusant de penser qu'on pourrait faire des choses pas bien. Voilà. Ce qui n'est pas désagréable non plus. Hein. Le principal, c'est de ne pas franchir le pas. Donc chez Hitchcock, on sera, je répète, le héros ne sera jamais puni, puisque le héros, il est la projection du spectateur, et en aucun cas le spectateur n'a envie d'être puni, d'avoir pris du plaisir, puisqu'il est là pour ça. Voilà. Débrouillez-vous avec ça. Je ne parle pas à vous, mais je parle en tant que public, quoi, en tant que spectateur. Voilà.